Philippi. André Philippi qui était professeur de dessin à l'école, au collège Rouvière tout au moins, et qui a été un précurseur dans l'art santonier, et qui est méconnu maintenant parce qu'il a très peu produit hors du département. Mais il a un très beau santon qui a la particularité d'être en argile crue et peint à la gouache. Et tous ces décors sont en plâtre. Alors d'ailleurs, dans ces catalogues, tout est noté, santon argile crue et décors en plâtre. Les décors sont pratiquement tous issus de Soliesville, un village qu'il aimait particulièrement. On reconnaît, si on fait le tour de ses productions, beaucoup de lieux qui sont des lieux connus à Soliesville et qui sont toujours en place. Il a aussi croqué beaucoup de chapelles du Var, particulièrement à Sifour avec la collégiale et Pépiole. Ça a été un travail particulier chez lui. Il a aussi lancé le santon puce. Voilà le petit santon qui s'appelle le santon puce. Voller. Alors Gérard Voller, qui est un grand santonnier reconnu, et qui est le fils de Fernand Voller, qui était santonnier Marseille. C'est une famille de publicistes sur Marseille, et Fernand, le père de Gérard, était très grand ami avec Delpiane, qui a été le peintre des santons, et qui d'ailleurs faisait dans ses peintures des santons très naïfs. Alors Gérard aussi travaille le santon cru. La différence, c'est que c'est un santon qui est coulé à la barbotine, c'est-à-dire il est creux à l'intérieur. Il n'est pas fait dans un moule en deux parties et estampé, c'est-à-dire estampé moitié-moitié. Là, il fait le moule qui est rempli de barbotine et qui est vidé après. De ce fait, le santon est plus léger. Il a réalisé une série, quand il a fait l'école de céramique, une série de santons en céramique qui ne sont pas des santons de crèche, quoique on retrouve encore des santons en céramique et des sœurs Gastines, qui avaient rallumé des fours d'ailleurs à Moussier-Sainte-Marie, et on retrouve des santons en céramique des sœurs Gastines dans les musées uniquement, actuellement. Alors il a plusieurs séries de santons, Gérard bien sûr. Là, on en a deux, il a plusieurs tailles, soit cru et peint à la gouache, soit en céramique, mais je crois qu'en céramique, il n'y a que cette série-là. Dans la vitrine, on aperçoit un journal, le journal des santons, qui a été édité particulièrement en décembre 2000, lors de la biennale de l'art santonnier au Bagne. C'est une production d'un journal des santons qui paraissait au début du siècle, 1920, 1921, 1922, 1923. Et juste à côté, on aperçoit un moule, justement, qui montre bien la démarche du santonnier, c'est-à-dire le moulage, la retouche, la cuisson et la peinture. Voilà en gros sur Gérard, qui est aussi un peintre. Donc on a deux exemplaires de ces peintures ici. Et au milieu de Delpiane, d'ailleurs. Lagrange. Alors, les santons de Lagrange, voilà encore un Toulonnais, puisque nous avons eu Philippi de Toulon, nous avons eu Gérard Voller de Soliès-Touquin, et maintenant nous avons les santons de Lagrange. C'est une dynastie, puisque la fille, une des filles tout au moins, vient de prendre la suite du papa, qui était un santonnier connu à Toulon. On retrouve aussi un petit peu la patte de Philippi et la façon de travailler, c'est-à-dire le santon peint à la gouache, avec des couleurs très vives. Et chez Lagrange, il y a une particularité qu'il n'y a pas chez Philippi, c'est que Lagrange a quand même, lui, réalisé les bannières de Toulon. Et les bannières font partie intégrante de la crèche toulonnaise, d'ailleurs. Alors lui, les bannières, Philippi ne les a pas fait. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs.
Voilà pour Lagrange, il a des couleurs bien particulières à lui, et tous ses accessoires aussi sont particuliers à Lagrange. Donc on reconnaît tout de suite, parmi les 3 centeniers que nous venons de voir, la particularité de chacun. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les bons centeniers. Alors dans cette salle, il y a quelque chose de particulier, c'est un groupe de centeniers qui fait partie de la Corporation européenne des centeniers. Cette corporation a une particularité, c'est qu'elle n'est pas sectaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un syndicat de centeniers, c'est des centeniers reconnus, mais qui se sont quand même adjoints des collectionneurs, des spécialistes du centon, écrivains, photographes, etc., qui permettent à la corporation de faire connaître le centon. Alors on a ici le logo, qui a d'ailleurs été dessiné par une de nos membres qui est à côté là-bas, et qui est peintre et centonnière, meilleur ouvrier de France en centon terre cuite et meilleur ouvrier de France en centon habillé. Double titre, il y en a très peu qui l'ont. Juste en dessous, on aperçoit 2 centons de Lise Berger. Lise Berger, qui est une centonnière reconnue, elle a des centons magnifiques en terre et habillés, avec un respect du costume qui est très rare. C'est d'ailleurs elle, cette année, qui a réalisé l'affiche du Salon international des centonniers. Donc vous voyez que souvent les centonniers sont centonniers, sculpteurs, peintres, et même, vous voyez, habilleurs, c'est eux qui font les costumes. Juste en dessous, après on passera avec une crèche en liège, qui est une des premières crèches en liège réalisée à Marseille, par Garout. Garout, celle-ci a été datée 1852, et elle est prêtée par, justement, un monsieur, monsieur Pierry, qui est un collectionneur reconnu dans le milieu des centeniers et qui habite Marseille. Alors, toujours dans la corporation, on peut passer à côté. Alors, toujours dans la corporation des centeniers européens, Liliane Guillaumard, dont tout à l'heure je vantais les mérites, qui est meilleure ouvrier de France en centon terre et en centon habillé. C'est du centon, mais du centon qui n'est plus du centon de crèche. Hein. Tellement il est élaboré, tellement il est fin, il est magnifique, mais faire une crèche avec ça, c'est dommage, c'est trop beau. Quoique, une crèche demande quand même du beau. Et en dessous, il y a un petit jeune qui monte, qui est un sculpteur, et qui s'appelle Serge Vincent, qui nous réalisera, je pense, cette année, une très belle pièce pour la fin de l'année. Il a réalisé là un centon qui s'appelle La femme au pignier. Elle ramassait les pignes dans la forêt pour allumer le feu. Ça faisait partie des petits métiers, ça. Alors on va continuer de l'autre côté. Jeune centenière. Alors, toujours faisant partie de la Corporation européenne des centeniers, on a une jeune dame, Sylvie de Maran, qui est en train de monter, qui fait des centons magnifiques, très bien finis. Juste à côté, Jean-Étienne Gommet, qui est un architecte et qui se consacre au centon avec un travail particulier sur le costume et sur la peinture. C'est un travail formidable qu'il réalise. Hein. Et ces deux personnages sont dans l'Est, vous voyez comment aller chercher très loin. Hein. Quand on veut du bon, on se déplace. Alors, on va parler un petit peu des Baléares. Tout à l'heure, avec Lagrange, on a parlé du bagne de Toulon. Et le bagne de Toulon,
Effectivement, il est là. Il est là réalisé par plusieurs centeniers que je vais citer parce que je crois que ça le mérite. Tout d'abord, derrière, nous avons Marius Chave. Marius Chave qui a été un très grand centenier à Aubagne. C'est lui, par exemple, qui a réalisé la première partie de cartes. Il en avait fait cadeau à Marcel Pagnol. Marcel Pagnol l'avait toujours sur son bureau. Donc ça a été copié depuis, mais ça c'est pas grave, hein, on copie les belles choses quand on ne peut pas les réaliser soi-même. Mais enfin, le principal, c'est de faire du beau. Juste derrière, Paul Fouque. Paul Fouque, je crois qu'il ne faut pas le citer, qui ne connaît pas Paul Fouque, avec maintenant la 4e génération de Santoni qui arrive, c'est-à-dire sa fille Mireille, et son petit-fils. Ici, sur la droite, c'est un Santoni amateur qu'on va retrouver dans notre vitrine, qui a plusieurs cordes à son arc. C'est un musicien, c'est un chef de chœur, c'est un centenier, c'est Robert Constant, voilà, tout court. Au milieu, votre serviteur, et on retrouve les deux petits bagnards de Lagrange, ici. Et on voit sur le livre qui a, le dernier exil, c'est un des rares livres qu'on arrive encore à trouver, il est noté dessus que la particularité des costumes est, à Toulon, on ne peut pas faire de crèche sans les bagnards. C'est la crèche toulonnaise par excellence. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le bagne à Toulon. C'est pas qu'on y tienne particulièrement, mais ça fait partie quand même du patrimoine de la vie toulonnaise. En dessous, Colette Barre, c'est une jeune dame qui a presque 70 ans, qui s'est réveillée un beau jour en disant « je vais faire des santons ». Parce qu'elle a vu passer des gens un peu gros, un peu bien portants devant chez elle, et elle a dit « tiens, ça ferait de beaux santons ». Et elle est partie, elle a un immense succès parce qu'elle fait de beaux santons. Juste en dessous, c'est des crèches pour les gens qui n'ont pas de place. Les gens qui me disent « je ne peux pas faire de crèche, j'ai pas de place ». Alors on en fait toute petite pour mettre sur la table de nuit. Et puis on descend avec Florence Bény, qui est aussi du Gard, qui a des attaches varoises, et qui réalise, elle, de magnifiques villages tout en argile. Elle ne fait pas de santons, mais elle fait les villages. Alors tout à l'heure, je vous parlais, quand on regardait les santons en céramique de Gérard Voller, qu'il y avait les sœurs Gastine à Moustier qui avaient réalisé les premiers santons en céramique, donc voilà un exemplaire. C'est des exemplaires de musée, hein, parce qu'on ne trouve plus ça nulle part, même pas chez les antiquaires, ça serait trop beau d'ailleurs. Hein. Alors ces deux étages veulent représenter un petit peu le peuple de la mer, c'est-à-dire les pêcheurs et les poissonnières. Les poissonnières, on remarque que les pans de la cape, vous voyez, elles ont sur la tête un petit bonnet, ça porte un nom bien particulier en Provence, c'est la coiffe, et elles n'attachent pas leur coiffe, parce qu'elles se disaient femmes libres. Vous voyez, c'était les premières féministes. Hein. Et dans les pêcheurs, on va voir plusieurs sortes de pêcheurs. À gauche, je parlais tout à l'heure de Marius Chave, voilà des santons de Marius Chave. On en a au milieu de Marcel Carbonel, ils ont disparu tous les deux. Derrière, on en a de Pellegrini, tout en plâtre. Et puis devant, Robert Constant qui a voulu reconstituer un peu le santon marseillais avec ses guêtres et ses sabots, et le pêcheur toulonnais avec le bonnet, le pompon et les pieds nus. On le retrouve d'ailleurs là. Ici, on va retrouver des petits pêcheurs poissonnières de Philippi, un peu plus grands de Philippi. Ici, sur la droite, il a une particularité, celui-là, c'est qu'il tient à la main gauche ce qu'on appelle la torpille, qu'on traînait derrière le pointu si on mettait le poisson quand on l'avait pêché pour qu'il reste frais. Et puis on va retrouver aussi la femme et l'homme au moule, ça c'est les pêcheurs de Tamaris, puisqu'on a la chance d'avoir des moules à Tamaris, des élevages de poissons d'ailleurs. Et puis on va descendre dessous, alors après les pêcheurs et les poissonniers, on va descendre sur un autre meilleur ouvrier de France, Daniel Scaturo d'Aubagne, qui est le président de la Corporation européenne des santonniers, et qui fait beaucoup pour le santon. Lui réalise des santons habillés.
et descendant en terre. Il est aussi fort dans un domaine que dans un autre. Les costumes, le respect du costume est important. Les têtes sont magnifiques, les mains aussi, c'est du Santon fini. Mais c'est du Santon le meilleur de France. En dessous, on a Gilbert Orsini qui est d'Allo, côté de Marseille, et qui lui ne fait que des Santons habillés. Alors on retrouve dans cette vitrine Daniel Scapuro, meilleur ouvrier de France, toujours, président de la Corporation européenne des Santonniers. Et ça c'est un petit détail, c'est un coin de marché. On représente le marché. On descend en dessous, on a parlé tout à l'heure de Robert Constant. Robert Constant, il est collectionneur aussi, amoureux des Santons et santonnier. Par rapport aux réalisations, il ne fait que de la pièce unique, avec un respect évident du costume. Et chaque pièce est signée. D'ailleurs, quand il a commencé, il a voulu apprendre le métier avec nous. Ça fait 10 ans qu'il y est. Je crois que maintenant, il arrive presque au bout de son apprentissage. Et il réalise de magnifiques choses. Ici, la cueillette des olives, l'olivade ici, et dessous, la bugade, c'est-à-dire le bassin où les dames vont laver et papotent aisément. Bien souvent, d'ailleurs, devant les bassins, il y a un panneau où il est inscrit « Interdit aux hommes ». Il se dit trop de méchanceté, peut-être. Alors voilà encore une réalisation de Robert Constant. Ça a nécessité 9 mois de travail. Alors cette farandole a été inspirée, ou l'a inspirée, tout le monde, d'un tableau de Valère Bernard. Ce tableau, il l'avait aperçu, on le retrouve ici, à l'hôtel de ville de Mayenne. Donc il a fallu demander l'autorisation au maire de pouvoir photographier le tableau pour reproduire en Santon, ce qu'il a bien sûr accepté tout de suite et gentiment. D'ailleurs, on l'a remercie. Donc, encore un travail de Robert Constant. Et pour réaliser ça, ça demande le temps de faire un enfant. Hein. Et là, il y en a plusieurs. Les détails sont magnifiques. On voit le tambourin, le détail du tambourin, on croirait un vrai. Hein. Alors, le costume lui est inspiré par ma femme, qui est une spécialiste du costume, et qui est très difficile sur la peinture et sur les détails. Donc, tous les détails y sont. Alors il y a un maître en la matière pour l'argile, c'est moi-même, et pour la peinture et le costume, c'est ma femme. Voilà. Alors, deux réalisations de Paul Fouque, on en verra une tout à l'heure, une crèche en liège, mais ici, c'est un couple, nous allons voir ici une femme qui va marcher avec le coq, le parapluie rouge. De l'autre côté, on va trouver le fameux coup de Mistral, qui a été réalisé vers les années 50 par Paul. D'ailleurs, à son enterrement, on portait le coup de Mistral derrière le cercueil, ça a été celui qui l'a accompagné. Alors il a réalisé en plusieurs tailles, bien sûr, partant de, je ne sais pas, peut-être 4 cm jusqu'à cette taille-là. Hein. Il est très difficile à réaliser parce qu'il y a quantité de moules pour réaliser ce santon. Donc il y a des moulages différents qu'il faut ensuite recoller. Ça c'est un très bon travail de la part de celui qui a recollé tout ça. Au milieu c'est un pré du musée du Santon qui se trouve au château de Lemorade. Alors il y a 2 intérêts, même 3 au château. C'est le château, c'est le musée et c'est le vin. Et puis c'est la gentillesse des propriétaires aussi. Alors, toutes les savoir, je crois que là, le musée du Santon, il faut aller voir parce qu'il y a des santons qui sont très anciens, jusqu'à nos jours, il y a une très grande diversité. Et ça, c'est un santon italien, début du siècle, en plâtre. Uniquement, d'ailleurs, il est ici, en photo, sur la publicité du musée.
je vous recommande les santons et le vin à l'eau morane. Alors voilà encore une crèche. Vous en avez vu en argile, vous en avez vu en liège, vous en verrez une grande en liège, et celle-ci est typique. C'est la crèche familiale par excellence, à condition d'avoir un peu de place. Si on n'en a pas, on prend la crèche qui est dans les moules, hein, la petite moule, elle va très bien. Alors, la particularité de la crèche provençale, c'est qu'elle regroupe tous les métiers. Tous les gens du village, tous les gens de la rue sont représentés. Et aucun ne vend quelque chose. Tout le monde apporte quelque chose. On apporte une offrande, on ne vend pas. Il y a une petite erreur d'ailleurs chez un centonnier qu'il faut rectifier. Il y a Jean des figues et sa femme, bien, il y a le prix sur les figues. Bon, on sait bien. Mais ce n'est pas les figues de Soliens, hein, parce qu'ils viennent de plus loin, ils viennent de Nîmes. Alors la crèche provençale, comment elle se dispose? Elle représente un paysage provençal. Et le tout doit être composé avec des éléments naturels, c'est-à-dire pas de papier crèche, ça fait un peu militaire, des éléments naturels, du liège, de la mousse, des arbres qu'on va chercher dans la nature, et tout ça fait un décor. L'important à la crèche provençale, c'est qu'il faut rentrer. On a envie de rentrer, on a envie d'aller se promener. On voit les moutons arriver ici, par exemple. Et bien là, on pense que derrière, il y a une rue, et que les moutons dévalent la montagne et viennent devant la nativité. Ici, c'est pareil. On voit les maisons habitées, et on pense que les gens vont descendre pour voir ce qui se passe. Là, on a la rivière qui coule, on ne l'entend pas. Il y a des murs anti-bruit, il y a des murs anti-bruit, comme sur les autoroutes. Et le petit moulin là-haut qui tombe. Donc, vous voyez, il y a très peu d'éléments dans la crèche, mais elle est composée. C'est-à-dire, vous avez la nativité qui est dans le mas, vous avez ici 2 maisons d'habitation et le moulin. C'est tout. C'est pas la peine d'en mettre plus, il faut que la crèche soit très sobre. Si elle est trop chargée, c'est plus une crèche, c'est une ville. Alors, on termine au premier étage avec une grande centolière. Grande avec un grand G et centolière avec un grand S. Atelier Thérèse Neveu. Alors qu'est-ce que c'est les ateliers Thérèse Neveu? Ça continue. Actuellement sur Aubagne, c'est un lieu d'exposition. On ne peut pas dire que ce soit un musée, mais c'est un lieu d'exposition et c'est un lieu où on garde quand même la tradition. Et dès que les ateliers peuvent acheter des moules anciens ou des santons anciens, ils le font. Ça, c'est avec la mairie d'Aubagne. Donc les ateliers Thérèse Neveu, cette année, ont fait fort. Ils nous ont prêté et une crèche peinte et une grande crèche en santon cuit non peint, que nous verrons tout à l'heure. Alors elle aussi, elle croquait les gens qui passaient dans la rue. Et nous allons en voir une de particulière qui est bien connue. On va la prendre ici. Là, voilà. On va la voir tout à l'heure en grand, c'est Virginie. Virginie de Garlaban. Alors ici, à la main droite, elle a un parapluie bleu. Et elle a 2 lapins. Virginie avait son cousin qui était curé d'Aubagne, et tous les samedis, elle descendait 2 lapins à son cousin pour qu'il ait de la viande pour la semaine. Et elle était très connue à Aubagne. Alors quelquefois, elle avait le parapluie bleu, quelquefois, elle avait le parapluie rouge. Je ne sais pas si c'est par rapport à la peinture, au peintre, ou par rapport à Virginie. Peut-être qu'elle avait 2 parapluies. Et on voit bien le costume de cette époque. Voilà pour Virginie. Et puis il y en a d'autres. Tous ceux qui ont été croqués par Thérèse Neveu sont là. Et c'est tous des gens pratiquement connus. Les bergers, les 4 bergers, ils étaient là quand l'ange est arrivé pour leur annoncer la naissance. Donc on appelle ça le réveil des bergers ou l'annonciation. Et puis on descend avec ici les mages qui arrivent. Voilà, on a vu Thérèse Neveu en santon de crèche peint, cuit et peint. Là, on voit Thérèse Neveu ici en santon
cuit, non peint. C'est du santon d'église, hein, c'est une taille de santon d'église qu'elle réalisait. Et on va retrouver, on parlait tout à l'heure de Virginie de Garlaban avec ses 2 lapins, on la retrouve ici. On va la prendre, là, voilà. On reprend Virginie. Tout à l'heure, elle avait le parapluie à la main droite et le lapin à la main gauche. Elle doit fatiguer, alors je le mets de temps en temps. Hein. Elle a toujours ses lapins, toujours son parapluie. Elle a toujours sa coiffe qui est particulière. Et on retrouve bien la position de Virginie, qui était bien connue au Bagne. Alors moi, je ne suis pas au Bagné, donc je ne peux pas vous citer des gens d'Aubagne qu'elle a croqué, mais je connais que Virginie, hein. Je connais que son histoire. Et on a dans la crèche une particularité, c'est celui-là. Celui-là, c'est le petit ramoneur. Et vous voyez ce qu'il a dans le mail? Marmotte. Non, c'est pas un chat. C'est pas un chat. C'est un rat. Non plus. Non plus. Parce que souvent, on voit les ramoneurs et il n'y a pas ce petit animal. Et je ne peux pas vous citer le nom de l'animal. C'est une marmotte. Une marmotte? Puisqu'ils sont originaires de Savoie. Oui, c'est les Savoyards. C'est le petit Savoyard. C'est les enfants qu'on faisait grimper dans la cheminée. Alors quand il y a des enfants qui posent des questions, on leur dit, mais vous voyez, c'était les enfants qui grimpaient la cheminée, parce que la cheminée était étroite, il n'y avait que les petits qui passaient. Et c'était les petits Savoyards, c'était leur métier. Alors ils sont tout noirs, bien sûr, tout sales. Et ça plaît aux enfants, on leur dit justement, ils passaient à la cheminée avant Noël, pour que le Père Noël puisse descendre porter les jouets. Voilà, on retrouve donc les rois, on retrouve nos bergers, le berger assis, le berger couché, le vieux berger, le jeune berger, on retrouve les 4 bergers. Ils sont là. Alors voilà encore un santon cuit, non peint. Il sera peut-être peint un jour, il y en a un autre qui lui fait face, c'est les bergers. Alors ça, c'est votre serviteur de Santoni qui s'est fait berger de façon à ce que dans 200 ans, on le retrouve. J'espère. Je ne suis pas chauvin. Et donc, en face, vous avez le même là-bas, le vieux berger. Voilà, on le retrouve ici, le vieux berger. Et juste à côté, on a un tableau, je ne vais pas parler encore des tableaux qui sont là, avec une transhumance et un berger. Juste à côté, on parlait du berger, on a ici une peinture et aquarelle d'André Terlizzi. André Terlizzi, c'est une amie qui, à chaque exposition, réalise toujours de magnifiques aquarelles correspondant à l'exposition. Et on peut retrouver ces aquarelles dans un livre qu'elle a réalisé, qui s'appelle La Provence d'ailleurs, puisqu'elle fait des livres aussi bien sur la cuisine, sur les santons, sur la Provence. Et elle nous fait de magnifiques aquarelles. On a ici les bergers, puis de l'autre côté, on peut voir aussi le meunier et les moulins. Les moulins à vent en Provence, le moulin à vent a une particularité en Provence, c'est qu'il n'a pas de toit dépassant. Le toit est à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est le toit qui va tourner. La Provence étant un pays de vent, il faut que les ailes soient tournées systématiquement vers le vent dominant. Donc c'est le meunier qui, le matin, par rapport à ce qu'il voit en haut de son moulin, c'est-à-dire la girouette, il va rentrer dans le moulin et tourner la tête du moulin, c'est-à-dire tout ça, avec les ailes face au vent. C'est pour ça qu'on voit ici, souvent, sur les moulins à vent, les voiles pliées, les voiles roulées. Et toutes ces traverses sont ni plus ni moins qu'une échelle qui permettait au meunier de grimper pour dérouler ses voiles. Donc le système était bloqué, un peu comme un voilier, hein, face au vent, de façon à faceiller et ne pas se mettre en marche. Mais il était bloqué quand même le temps de défaire les 4 voiles. Quand il pleuvait, l'eau s'écoulait sur le toit, il y avait ici à l'intérieur une gouttière intérieure qui permettait à l'eau de s'échapper par la suite. Vous voyez, contrairement à certains moulins qui ont les toits dépassants, mais les toits fixes. Et dans certains pays, c'est le moulin qui tourne sur lui-même. Hein. Ça, c'est le site du moulin de Daudet. Alors ici aussi, une scène
une scène en pièce unique, les pêcheurs et leur pointu. Pièce réalisée tout en argile, bien sûr. Et on a sur le côté gauche ici un pêcheur, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en train d'ouvrir les oursins pour déjeuner. Ici vous avez la bouillabaisse qui est en train de cuire. Alors la bouillabaisse qui est un plat très cher en restauration, parce que les poissons sont chers, n'a pas été inventé pour les restaurants. Elle a été inventée simplement parce que dans les filets il y avait des poissons abîmés, on ne voulait pas les jeter, ils n'étaient pas riches. Ils faisaient une soupe. Dans la soupe, qu'est-ce qu'il mettait? Des pommes de terre. C'est pas cher non plus, on en avait. Et tout ça fait la bouillabaisse. Maintenant, on met la langouste. Je ne sais pas ce que ça donne comme goût, mais c'est plutôt gaspiller la langouste qu'autre chose. Hein. Voilà donc pour la bouillabaisse ici. Le pointu est aussi tout en argile. Hein. Entièrement. Alors voilà le bon moment des pêcheurs, quand ils retournaient à la pêche, ils préparaient leur soupe. Ben, vous voyez ici la poissonnière, on va la tourner un petit peu. Elle est en train de porter un complément aux hommes. La Camargue. Alors là, pourquoi la Camargue? Pourquoi on met la Camargue dans la crèche? Parce que la Camargue est une entité dans la culture provençale. C'est le pays d'Arles. Pays d'Arles qui est particulier parce que si on regarde le costume, il est totalement différent des autres costumes provençaux, où nous avons, ma femme m'en parlera plus longuement, le costume côtier, c'est-à-dire toute la côte méditerranéenne, le costume de l'intérieur, et le pays d'Arles. Le pays d'Arles, vous avez vu tout à l'heure une farandole d'arlésienne, qui a été créée par Robert Constant. Et ici, nous, on a voulu simplement mettre en exergue le travail qui c'est en Camargue, c'est-à-dire les troupeaux, que ce soit chevaux ou taureaux. D'ailleurs, au départ, la daube était faite qu'avec les taureaux. En Provence, on n'avait que ça. Il n'y avait pas d'élevage de bœufs, de vaches, donc on mangeait la daube de taureau. Maintenant, on l'a fait aussi au restaurant, elle est très chère. Mais là, elle était moins chère quand on tuait le taureau. Ils ont aussi des habitations particulières, les Camarguais. Hein. On va en prendre une. Voilà. Elle est faite ici, il y a des roselières, c'est-à-dire des roseaux. Les gens, souvent, confondent la canne de Provence, le roseau, oui, et notre canne, la troisième, la canne à pêche. Voilà. Ici, les roselières servaient à faire les toits, comme on fait dans divers pays où on fait les toits de chaume. Hein. Et là, c'est roselière. Voilà. Et c'était fermé, pratiquement tout fermé du côté du Mistral. Elle était placée du côté du Mistral, l'ouverture étant de l'autre côté. Et c'était uniquement des cabanons où les gardiens venaient se reposer ou coucher quand ils étaient trop loin du mas. Alors voilà, je crois, une dernière pièce de l'exposition avec une magnifique crèche de Paul Fouque qui date de 1983. Alors je vous parlais tout à l'heure de la crèche provençale que vous avez vue, qui était faite avec des éléments naturels récupérés. Eh bien là c'est pareil. Cette crèche est entièrement en liège, entièrement en liège. Il n'y a que les tuiles qui sont en terre cuite. Et ça représente véritablement le village, si on veut, là, si vous dites tout à l'heure que dans une crèche on rentre, mais là c'est pareil. Si vous passez sous le porche à droite, vous avez une ruelle, vous allez retrouver le meunier qui monte, et vous allez au moulin. Et là-haut, d'ailleurs, on aperçoit sur la terrasse Paul Fouque, en centonnier. Je vais d'ailleurs aller le chercher pour lui faire un petit salut. Parce qu'il y a eu deux centonniers importants dans ma vie, c'est Paul Fouque et Philippi. Philippi qui m'a donné envie de faire du centon et Paul Fouque qui m'a conseillé. Donc c'était deux pères spirituels, en gros. Hein. Voilà, un petit clin d'œil à Paul. Et voilà ces maisons. Si on regarde de près, on voit bien que c'est entièrement du liège. Tous les supports sont faits ici ou là.
sont faits avec des caisses, des petites caisses de fruits ou de légumes. Vous voyez le toit du moulin. Comme je disais tout à l'heure, vous voyez le toit du moulin n'est pas un toit sortant, il est rentrant, c'est-à-dire que l'eau va s'écouler ici par ces fentes. On retrouve je vous parlais de plusieurs tailles de coups de Mistral. Vous avez vu un très grand là-haut, en voilà un autre. Voilà encore des santons de Paul, en toute taille. Alors l'atelier est à Aix-en-Provence, je le précise, mais enfin il est connu. On avait reculé toutes ces pièces là-bas quand on a fait la conférence. Depuis Rome, fermé de pluie, de filtrer, vous les voyez, c'est fermé. Ah, fermé. Plus dans avec une Non, mais là, ce que je voulais faire, c'était le système. Et après, dans moi, il y a la clé qui est dans le côté. J'ai fait le puits de mon grand-père. Enfin, avant, hein. J'ai fait le puits de mon grand-père. Les entourages de Pastre